Bonjour à toutes et à toutes, ravie de vous accueillir dans Libre Ensemble. Bienvenue, je suis vraiment contente aujourd'hui de tisser du lien avec vous. Et oui, tisser du lien, des liens qui valent la peine. C'est la thématique de cette huitième édition des Journées nationales de la prison qui se tiendront jusqu'au 5 décembre. On le sait, le lien social et familial est très important pour les détenus et nous allons le voir avec nos invités qui ont sur le terrain cette expérience-là pour nous le raconter aujourd'hui. Je suis ravie d'accueillir Maurice Janssen. Bonjour Maurice. Bonjour. Vous êtes directeur de l'ASBL Relais Enfants et Parents. À côté de vous, en face de vous, il y a Karine. Bonjour Karine. Bonjour. Karine Hayen, vous êtes proche de détenus. On verra que vous tissez du lien avec eux en prison et aussi avec les familles pour les amener jusqu'en prison. Et Anne Delnest, bonjour Anne. Bonjour. Vous êtes conseillère laïque de la Fondation pour l'assistance morale aux détenus. Vous êtes aussi coordinatrice de conseillers moraux francophones. Je vais commencer avec vous, Karine. Vous avez une proche détenue que vous avez visitée nombreuses fois. Vous avez senti l'importance du lien qu'il fallait continuer à tisser avec cette proche. Aujourd'hui, vous donnez de votre temps pour les familles qui visitent leurs détenus. Comment est-ce qu'on peut qualifier l'importance de ce lien qui ne doit vraiment pas casser lorsqu'on est détenu et loin des proches? Mais je pense qu'un détenu, une personne humaine, qu'il soit détenu ou pas, a tout autant d'importance d'avoir une relation humaine qui doit continuer. Que la personne soit incarcérée ou non, un papa, une maman a le droit, une fille, un fils a le droit de continuer à pouvoir parler avec papa, maman, mari, compagnon, les enfants. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faudrait couper ce lien ou en faire un tabou parce que la personne est derrière des carreaux, derrière des grilles, comme on dit souvent. C'est un être humain. C'est une parenthèse de leur vie, même parfois. C'est une parenthèse de leur vie, tout à fait. Parfois, c'est leur propre choix à eux, parce que ils ont quelque part dérapé dans leur vie voulue ou sous influence de l'un ou de l'autre. Mais ce n'est pas une raison pour leur jeter encore une pierre en plus, en ne les laissant dans leur trou tout seul. Qu'est-ce que ça impliquait pour vous dans votre vie quotidienne, de vous déplacer, d'aller énormément de temps perdu, parce que malheureusement, les établissements pénitentiaires ne sont pas toujours près d'un lieu de domicile, de famille qui reste, qui est susceptible d'aller voir la personne incarcérée. Raison de plus pour les femmes. Ils sont même souvent inaccessibles. Elles sont quasi inaccessibles parce qu'il y en a très peu en Belgique. Donc là est aussi encore la plus grande difficulté de pouvoir se déplacer rapidement. C'est parfois des 3, 4, 5 heures de trajet pour 1 heure de visite. Problème géographique, problème financier aussi, j'imagine. Oui, parce que les trajets, non seulement il faut investir dans les trajets pour arriver jusqu'à l'endroit de détention, mais également intervenir auprès du détenu, qu'il faut aussi subvenir à ses besoins, voilà. Est-ce que les institutions pénitentiaires ont mis en place des choses? Est-ce que c'est facile d'aller rendre visite à un proche, une proche qui est détenue? Ou est-ce que c'est compliqué? Et comment est-ce que ça évolue? Compliqué, oui et non. Parfois, les prisons sont très proches des arrêts de bus. Parfois, c'est des bus spécifiques qui ont fait un terminus près d'une prison. Donc là, on n'a qu'à traverser la route et on rentre dans le milieu carcéral. D'autres, c'est parfois des points de chute et on a encore un quart d'heure, 20 minutes à monter avant de pouvoir se dire, tiens, voilà, je suis à la prison, je peux rentrer, je peux aller voir. Ça doit être choquant tout de même. On le verra avec Maurice qui s'occupe de famille et d'emmener les enfants pour voir leurs parents parfois incarcérés. C'est quand même un peu une rude épreuve pour les proches qui doivent se déplacer et rendre visite. Oui, il y a certains bâtiments qui sont très, je ne vais pas dire délabrés, mais qui font très forteresse, très château fort, très... Vous aviez droit à combien de visites pour c'est votre fille, je pense, qui était détenue. Non, il faut savoir qu'une personne qui est en préventive a droit à une visite tous les jours. Et une fois que la personne est condamnée, a droit à 3 visites par semaine. Et une des 3 visites est obligatoirement un jour du week-end, ou le samedi ou le dimanche, mais jamais les 2.
après votre fille, vous avez proposé vos services, entre guillemets. Déjà avant. Oui, vous le faisiez déjà avant. Voilà. Vous êtes bénévole, vous accompagnez les familles. Racontez-nous l'importance qu'il y a d'être accompagné, de ne pas être seul face à l'institution pénitentiaire quand on vient voir un proche. Mais, tout ça dépend. Bon, il y a des familles qui, ça leur tombe dessus, que le mari est incarcéré, la maman est incarcérée, et prison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui va être là, je ne vais pas pouvoir aller le voir. Et si je peux aller voir, comment est-ce que je vais ressortir de là? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Est-ce que je vais pouvoir le toucher? Est-ce que je vais pouvoir l'embrasser? Est-ce que je peux prendre mes enfants avec? Ou mes enfants sont interdits de rentrer avec moi? Est-ce que je peux lui apporter quelque chose? C'est toutes des petites questions comme ça, mais qui restent dans le flou pour quelqu'un qui a la première fois à affronter ce milieu-là. Vous servez de lien alors? Vous répondez à leurs questions, vous les rassurez? On sert de lien parce que bon, on fait le trajet avec eux jusque-là dans le disant mais t'inquiète pas, ça va se faire, tu peux aller voir, tu vas devoir dépasser devant, mettre tes affaires à l'abri dans un casier parce que tu ne peux pas rentrer avec tes affaires. Oui, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas rentrer avec mon GSM? Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire de photos? Mais non. Il y a une certaine éthique, il y a une certaine sécurité à ne pas passer non plus. Oui, bon, d'accord. Donc ça, je mets déjà tout dans un casier. Et là-bas, je peux acheter, je peux lui ramener une boîte de biscuits. Non, tu ne peux pas. Dans certaines prisons, dans certaines salles de visite, tu as des distributeurs. Tu peux avoir de la monnaie ou avant de rentrer en salle de visite, tu dois aller acheter des jetons et puis tu peux rentrer. Tu peux aller au distributeur avec des jetons, chercher café, biscuits, tout ce que tu veux. Ça dépend, chaque prison a sa façon d'organiser. Il y a parfois, dans certaines prisons, des cafétérias au sein même de la salle de visite. À Lantin, quartier visite femmes. Là, la cafétéria est dans la salle de visite. Donc, les familles peuvent se lever pour aller chercher, commander café. Et le détenu peut rentrer en cellule avec des achats que la famille sur fait. Place. Sur place. Je reviendrai avec d'autres questions pour vous dans 2 minutes, Karine. Mais je voulais demander à Anne Delnest, donc vous êtes conseillère laïque et coordinatrice des conseillers moraux. Le rôle que tient bénévolement Karine est très important. Vous avez voilà, le même travail, entre guillemets, bénévolement ou pas, vous encadrez aussi. Est-ce que ce lien, est-ce que le travail que fait Karine est réellement important? Est-ce qu'on l'oublie trop souvent? Est-ce que vous manquez de bras, comme on dit, pour vous aider? Je pense que le travail que fait Karine est évidemment important et même indispensable parce que je crois que c'est un vrai choc pour les personnes qui sont confrontées à la prison, quel qu'il soit, que ce soit les familles, les proches détenus et les détenus. Les conseillers laïcs sont plutôt là pour entourer les personnes qui sont à l'intérieur de la prison, donc qui sont incarcérées à un moment donné de leur vie, qui vont rencontrer les personnes détenues à leur demande, quel que soit leur statut, donc qu'ils soient prévenus, qu'ils soient condamnés, qu'ils soient internés, et dans tous les lieux de vie de la personne détenue qui en fait la demande. Donc on les rencontre dans leur cellule, on les rencontre quand ils sont en isolement, quand ils sont en régime de sécurité particulière, quand ils sont en cellule nue, donc appelé plus communément le cachot. Donc dans tous les lieux de la prison où se trouvent les personnes détenues qui en font la demande, on est là près d'eux, du début jusqu'à la fin de leur détention, qui s'étale parfois sur de nombreuses années. Ce que Karine le disait, c'est un choc pour les familles qui ont évidemment à vivre un nouveau rapport, de nouveaux liens, mais c'est un choc aussi pour les détenus, pour les personnes qui sont incarcérées pour un petit ou long moment, de retisser tous ces liens, de garder les liens avec l'extérieur, mais de retisser au sein même de l'institution pénitentiaire d'autres liens. J'imagine qu'on repart de zéro. Tout est différent là-bas. On repart de zéro, on doit s'adapter constamment, on perd beaucoup. Je pense, et je suis vraiment contente d'entendre que tout ce travail est fait par Karine, et puis on entendra Maurice qui fait tout le travail avec les enfants, parce que c'est quelque chose dont les personnes incarcérées se soucient beaucoup, de comment va la famille. Un père de famille qui se retrouve en prison ne sait pas qui va payer le loyer, qui va s'occuper de conduire les enfants à l'école. Donc il y a toute une série de choses à l'extérieur.
qui doivent être gérées. Et une fois qu'on se retrouve en prison, le détenu ne sait pas toujours comment tout ça est géré, n'a pas toujours la possibilité d'entrer en contact avec la personne qu'il a laissée à l'extérieur. Donc en plus du choc de l'incarcération pour lui-même, il y a toute la difficulté de la famille ou des proches qui sont à l'extérieur. On l'a dit, cette année, pour cette 8e édition des Journées nationales de la prison, le thème c'est tisser le lien. Parce que pendant un an et demi, toutes ces pandémies, les liens ont vraiment été rompus de manière encore plus catastrophique, j'imagine, pour les gens qui étaient incarcérés. Comment avez-vous vécu tous cette crise sanitaire, justement? Comment les détenus l'ont vécu? Comment les familles l'ont vécu? En ce qui nous concerne, on a déjà tous, à un niveau personnel, eu beaucoup de difficultés de l'absence du lien par rapport à nos familles personnelles. Et donc, très vite, on a pensé comment on allait pouvoir gérer la situation par rapport aux détenus qu'on visite quotidiennement au sein des cellules, qui, eux, n'avaient plus accès non plus aux visites, à leur famille, etc. Et on a mis en place un numéro d'appel gratuit, qui est un numéro 0800, qui permettait aux personnes incarcérées de pouvoir entrer en contact avec nous. Alors du coup, le téléphone, je ne sais pas, est-ce qu'on est debout dans un couloir avec d'autres détenus pour parler à sa famille, ou est-ce que d'autres choses se sont mises en place, des lignes directes dans les cellules, des visioconférences? Comment ça s'est passé, par exemple? Dites-nous, Karine. Maintenant, quasi dans toutes les cellules, dans toutes les prisons, c'est d'office des téléphones en cellule où le condamné peut appeler 24 heures sur 24 sa famille, sa femme, ses enfants, s'il en a envie. Et depuis la pandémie, il y a eu un système de vidéoconférence qui a été mis en place et qui est toujours d'actualité maintenant. Grand bien se fait. J'espère qu'ils vont pouvoir le laisser même une fois pandémie. Voilà. En plus des visites, c'est quand même très constructif. En plus des visites. Bon, c'est vrai que les vidéoconférences ne durent que 20 minutes. Mais 20 minutes, c'est déjà pas mal parce qu'un enfant voit son papa, même si c'est à travers écran. Il voit moins son papa, il sait que son papa est toujours là, que son papa... Voilà. Parce qu'entendre quelqu'un au téléphone, mais je suis ton papa, oui. Mais un enfant de 2 ans, de 3 ans, ne perçoit pas la même façon de voir son papa. S'il le voit derrière l'écran, moi je connaissais une famille, papa était incarcéré, le petit bonhomme de 2 ans et demi a eu dur à se mettre à l'idée qu'on voyait que c'était effectivement bien papa derrière l'écran, de la caméra, de l'ordinateur et tout. Rien ne remplace la chaleur, évidemment, des corps. Rien ne remplace la chaleur des corps, ni quoi que ce soit. Donc c'est vrai que c'était une bonne chose, et surtout qu'il y a des prisonniers qui sont mutés ici en Belgique, mais que les familles sont en France, en Hollande. Donc, du coup, forcément, avec 1 heure par semaine sur des heures de rendez-vous pendant la pandémie pour faire des heures de visite, c'était pas toujours possible aux familles de venir les voir. Donc, c'est vrai que cette vidéoconférence permet malgré tout d'avoir des liens. Maurice, comme Karine me tend la perche, elle parle d'enfants, de petits bonhommes, des petites filles. On dit que 15 à 20 000 enfants ont un parent en prison en Belgique et la moitié des filles est un parent. Comment ça se passe? Donc vous êtes directeur du relais enfants-parents. C'est un service agréé par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui œuvre pour le maintien du lien justement des enfants. Quel est votre rôle et votre travail? L'association intervient dans 11 établissements pénitentiaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles et notre travail est donc de maintenir et d'aider au maintien du lien entre un individu incarcéré et ses enfants. Pour ça, on a tout un tas d'outils, on a des accords avec les différents établissements pénitentiaires dans lesquels nous intervenons et on va pouvoir, en fonction des situations, des contextes familiaux, aider au maintien de ce lien. On va organiser des visites collectives, des entretiens encadrés lors de situations plus compliquées. On va faire des entretiens sur la parentalité entre parents, éventuellement organiser des groupes de parole. On va aussi rencontrer l'enfant et la famille à l'extérieur si c'est nécessaire. Donc tout ça se fait en fonction des contextes et des contextes familiaux, de la situation d'incarcération. Mais voilà un peu la manière dont nous évoluons. C'est compliqué, mais il faut le maintenir, ce lien, parce qu'on pourrait se dire, là, je veux éviter que mon enfant voit là où je suis, je ne veux pas l'effrayer, donc je cache. Beaucoup de familles taisent la situation d'un papa ou d'une maman. Oui. Papa et maman sont partis à l'étranger ou travailler, on ne dit rien. Or, c'est visiblement prouvé qu'il faut parler à l'enfant et il faut lui expliquer ce qui se passe. Mais il faut lui parler de toute façon, en fait, il va le sentir, il va le comprendre d'une manière ou d'une autre.
Et c'est effectivement quelque chose que nous disons souvent aux parents incarcérés quand pour eux la situation est... Enfin, quand ils n'ont pas envie, en fait, tout de suite de dire la chose. Très souvent, les individus incarcérés se retrouvent d'abord en maison d'arrêt, donc ils sont en préventive avant d'être jugés. Et durant cette période-là, qui est une période de transition, en fait... Pour mettre en place des choses. Exactement. Mais c'est aussi une période où le détenu ne sait pas encore est-ce qu'il va être condamné, est-ce qu'il ira en maison de peine après. Donc c'est aussi un moment d'incertitude, et c'est à ce moment-là qu'on arrive souvent. Et oui, notre objectif, et c'est ce qu'on va dire à ses parents, c'est que le mieux, c'est de rencontrer ces enfants et de les voir et de continuer à les voir, à maintenir un lien avec eux, car de toute façon, la situation est telle qu'elle est, il faudra faire avec. Est-ce que dans certaines prisons, il y a des choses qui sont mises en place? Est-ce qu'il y a des lieux plus propices à l'accueil d'enfants, des jeux? Enfin, je ne sais pas. Est-ce que tout est fait pour tisser du lien ou est-ce que tout est à faire encore? En fait, il y a des choses qui sont faites, il y a d'autres choses qui devraient être faites. La situation est loin d'être noire ou blanche. Vous parliez donc... Ça dépend des lieux, j'imagine. Mais ça dépend des lieux. Donc, bon, la particularité, c'est que nous avons des accords avec les établissements pénitentiaires et donc on peut transformer ces salles de visite. Vous proposez des choses? Oui, tout à fait. On met les tables sur le côté, on peut mettre des tatamis, des jouets, des vélos, des jeux de société, etc. Donc, toutes des choses et tous des objets, des outils qui permettent en fait de recréer de recréer une situation un peu plus normative et de mettre à part l'environnement carcéral qui est autour de ces enfants. Maintenant, il y a des choses qui sont directement liées aux établissements pénitentiaires qui ont un impact. L'architecture, l'utilisation des locaux, les trajets des détenus au sein de l'établissement pénitentiaire. Tout ça sont des freins ou des choses auxquelles on va être confronté et qu'on doit prendre en compte dans notre pratique. Quel âge ont les enfants que vous encadrez? Alors, on travaille toujours avec des enfants mineurs. Maintenant, en général, ce sont des enfants et des préadolescents. La raison principale, c'est que à partir du moment où on est au début de l'adolescence, il n'est plus peut-être totalement nécessaire de passer par notre intermédiaire, car il est possible d'aller voir le parent et de le rencontrer dans le cadre d'une simple rencontre autour d'une table, et à ce moment-là, notre présence n'est plus nécessaire. À quel moment fait-on appel à vous et qui fait appel à vous? Comment vous connaît-on, entre guillemets? Alors, en général, ce sont les parents détenus qui prennent contact avec nous. Dans plus de 70% des cas, ce sont eux. Ensuite, ça peut être la famille à l'extérieur, ça peut être les tribunaux de la famille ou les services de protection de la jeunesse qui prennent contact avec nous parce qu'ils sont confrontés à une situation et qu'on pourrait intervenir. Dans votre dernier rapport d'activité, j'avais épinglé une phrase: pour les enfants, ce n'est pas leur peine et pourtant c'est leur souffrance. Oui. C'est très dur, j'imagine aussi. Mais c'est une manière de décrire la chose et d'avoir un petit jeu de mots. C'est juste de dire c'est la peine d'incarcération du parent. Mais pour autant, ça va produire de la peine et de la souffrance auprès des enfants qui ne sont absolument pas responsables de la détention du parent. Celle-ci va avoir un impact sur eux, sur la cellule familiale, sur les habitus et les habitudes qu'ils avaient au sein de celle-ci. Et donc, effectivement, ça produit de la souffrance, ou en tout cas, ça produit des traumas et des changements qui vont s'opérer dans la vie de ces enfants. On essaye donc d'y porter une attention. Vous parlez de responsabilité, il faut aussi dire aux parents, et Anne nous confirmera, il faut dire aussi aux parents qu'il reste responsable de son enfant. Parce qu'en prison, on ne fait plus rien par soi-même, hein. On est dirigé, on a des heures, des choses à respecter, on nous indique une conduite à suivre, mais le parent doit rester responsable, doit rester parent. Ça, c'est compliqué? Bon, déjà, de fait, il l'est. Sauf s'il est déchu de ses droits de parents, il l'est. Donc, effectivement, il faut maintenir ça, parce que la détention n'est pas éternelle. La personne va sortir, ses enfants auront grandi. Il faut que ce lien continue. Il faut que le parent voit ses enfants grandir. Il faut que ses enfants connaissent leurs parents. En fait, que ce qui existe et ce qui préexistait avant la détention continue d'exister, en fait. C'est ça l'objectif. Anne, dans votre métier, vous avez vu sur le terrain des parents qui disaient non, je veux pas le voir pour le moment. Il y a évidemment une part de honte aussi, j'imagine, d'envie de se reconstruire avant. Et vous leur dites non, il faut continuer à tisser ce lien, en tout cas à l'entretenir. Alors je ne leur dis pas il faut continuer ou il ne faut pas continuer. On ne dit pas il faut ou il faut pas. Voilà, on n'est vraiment pas là. On est là pour les accompagner dans leur réflexion et dans leur cheminement. Mais je constate effectivement que certains parents ont bien sûr honte d'être là et se disent c'est peut-être mieux... Peut-être que je vais bientôt sortir, peut-être que ça vaut la peine de me priver des visites et que mon enfant ne vienne jamais dans cet univers carcéral.
Maintenant, je pense que c'est vraiment compliqué, même si tout est mis en place pour maintenir ce lien, c'est vraiment compliqué de rester père ou mère dans la mesure où ces temps de visite sont tellement courts. Un enfant va venir montrer son bulletin, c'est pas là qu'on va faire des remarques en disant tu travailles pas bien à l'école. Ils vont prendre ça sur leur responsabilité en disant ben, c'est peut-être à cause de moi qu'il ne travaille pas bien à l'école, je suis plus là pour l'accompagner. Peut-être qu'on se moque de lui parce qu'on sait que son papa ou sa maman est en prison. Donc effectivement, le peu de temps que les parents passent avec leurs enfants dans tout ce qui est mis en place, c'est le jeu, c'est les câlins, on profite de ce moment-là. Donc même si on reste parent, c'est quand même très difficile d'assumer son rôle complètement et pleinement, puisqu'on ne veut passer que des bons moments avec son enfant dans le peu de temps où on le voit. Est-ce qu'il y a des études? Est-ce qu'on peut quantifier? Est-ce qu'il y a des chiffres prouvant le bénéfice de ces liens qui sont maintenus en prison? Est-ce qu'il y a moins de récidives, par exemple? Est-ce que le détenu, on peut l'aider à changer ou à grandir? Et que, à l'inverse, couper le lien est plutôt très néfaste sur la suite? Je pense que ce soit avec les enfants ou avec le reste de la société, je pense que le lien est indispensable à partir du moment où on se représente la personne détenue comme une personne qui vient de la société libre, de la société civile, qui passe un temps de sa vie en prison, mais qui va retourner à un moment ou un autre dans la société civile. Il faut que cette personne puisse rester en lien pendant toute la période d'incarcération, et elle est parfois très longue. Quand c'est 20 années derrière les barreaux, c'est très long. La société évolue très très vite. Et la prison n'évolue pas très très vite. Et donc quand on se rend compte de tout ce qui est demandé au détenu lorsqu'il va sortir ou lorsqu'il est sorti, simplement trouver un emploi, trouver un logement. Il n'y a plus d'annonces dans les journaux comme il y avait avant. Il faut avoir accès à Internet, il faut pouvoir se débrouiller, il faut avoir une adresse mail. Tout ça, les détenus ne l'ont pas. Les détenus peuvent faire venir un journal. Mais il n'y a plus grand-chose dans les journaux pour en tout cas se réinsérer. S'ils postulent à un emploi, généralement, ça se fait par mail. Je crois que ça se fait très peu d'envoyer des courriers pour postuler quelque part ou pour trouver un logement. Donc la prison, le milieu carcéral n'évolue pas très vite par rapport à la vitesse avec laquelle la société évolue. Karine, un mot. Vous trouvez aussi? Oui. Tout à fait. La préparation, la réintégration, là, il y a encore des grosses lacunes à revoir et à changer. On demande quand le détenu peut avoir une remise de peine avec des conditions à respecter, mais tu dois avoir trouvé un travail en disant, quand tu sors, trouver un travail, quoi. Bien souvent, quand ils sont rentrés tout jeunes, n'ont pas de formation faite, n'ont pas de diplôme, donc c'est déjà un problème. Ah oui, vous devez vous inscrire, oui, mais quoi? Mais tu vas au CPS. Ah, mais je vais à quel CPS? On ne leur donne pas, mais tu sors, tu vas t'inscrire au CPS, tu vas demain matin au CPS. Oui, mais CPS de où? Bien souvent, ils n'ont plus de domicile. Parce que quand ils sont incarcérés, le milieu incarcéral prévient le propriétaire. Donc le propriétaire, qu'est-ce qu'il fait? Le propriétaire vide l'appartement et jette tout. Ils se retrouvent sans rien. Ils n'ont plus d'appartement, ils n'ont plus, sauf dans le cas de couples mariés, que l'un a pu sauver les meubles et garder l'appartement avec le propriétaire. Mais sinon, ils se retrouvent du jour au lendemain SDF. Donc, ah oui, je vais m'inscrire au CPS, mais avec quoi? Je vais où? Le CPS, je vais dire quoi au CPS? Je sors de prison, il est capable de ne pas m'accepter. Est-ce que le lien que vous avez maintenu avec votre fille a vraiment été bénéfique pour elle? Est-ce qu'elle a voulu ce lien? Est-ce qu'au début, elle se disait bon, non, maman ne vient pas ici? Non, c'était très dur. Vu qu'elle était elle était en ménage et ça se passait très mal avec son compagnon, la relation avec son compagnon, son ami de l'époque, se passait très mal. Donc lui me l'a caché pendant 1 mois et demi. Je l'ai appris en allant à une audience de tribunal que j'ai pris, j'ai dit tiens, elle n'est pas encore là, c'est bizarre. Et c'est comme ça qu'elle m'a dit, ah mais non, les avocats m'ont dit, mais non, elle est incarcérée. Ah, bon. Et c'est là, moi, qui ai remué terre et ciel et qui ai recherché là où elle était. Et j'ai téléphoné et j'ai dit, voilà, je viens rendre visite. Sachant très bien que le risque, c'était qu'elle me refuse. Puis on verra bien. Et c'est comme ça que là, j'ai commencé à aller tous les jours la voir. Mais j'ai dû attendre 1 mois et demi et la prendre par hasard. À ce niveau-là aussi, il y a des lacunes, c'est qu'on ne prévient pas la famille. Le compagnon, ben oui, l'a su parce qu'il a été repris chez elle. Mais sinon, à part ça, la police ou le magistrat n'aurait pas l'idée de prévenir
Est-ce qu'aujourd'hui, votre fille se rend compte que c'était très positif que vous soyez là, encore, près d'elle, dans les moments les plus délicats? Je pense que oui, parce qu'elle a quand même malgré tout retenu certaines leçons et certaines choses de cet épisode, de ce passage en préventif. Oui, ça oui. Qu'est-ce que vous voudriez qu'il change aujourd'hui? Qu'est-ce que vous demanderiez pour améliorer ces liens, pour faciliter ces liens entre les familles? Entre les familles, qui est au sein, et je ne suis pas la seule à le dire, j'entends d'autres personnes autour de moi qui le disent aussi, c'est un manque de dialogue. C'est un manque de dialogue, essayer de faire des tables rondes, des tables d'écoute au sein même des prisons, entre différents parents de détenus, ou entre certains, qu'on puisse rencontrer certains gardiens et qu'on puisse leur exposer des suggestions ou des problèmes qu'on trouve qui devraient être améliorés. Parce que oui, c'est eux qui vivent le plus de temps avec les détenus. Et puis même, nous, on trouve qu'il y a un manque de relations. Ça change à chaque visite, c'est chaque fois un autre gardien, mais on ne sait pas quel est le rôle par rapport... Peut-être travailler aussi en lien avec d'autres associations. Oui, mais oui, tout à fait. Croisez parfois, vous croisez des conseillers moraux. Est-ce que Anne et Maurice, vous travaillez aussi main dans la main avec d'autres familles qui mettent en place, comme Karine, du bénévolat? Alors, pas exactement. Non, on est quand même assez... moi, je trouve ça super intéressant, ce que tu dis, Karine. Et je suis assez d'accord. Effectivement, il y aurait des ponts à créer. Parce que, et on l'a bien vu avec la crise sanitaire, il y a de nombreuses familles qui ont bougé, tout simplement, vis-à-vis de la question carcérale et de leurs proches. Nous, on était dans une situation aussi qui était compliquée sur le plan professionnel. Il était difficile d'entrer dans les prisons. Enfin, on sait tous ce qui s'est passé. Hein. Et donc, mais sur ces questions-là, je suis assez d'accord. Il y a des ponts à créer. Et pour nous, c'est pas toujours simple aussi, dans le sens où on est quand même très... on est professionnel, agréé, structuré. On travaille avec d'autres organisations qui sont très cadrées également, comme par exemple le réseau Itinérance de la Croix-Rouge, qui nous aide à faire les trajets entre les lieux de vie et les lieux de détention, etc. Ce qui est un problème que tu soulevais à juste titre. Oui, tout à fait. Mais il y a encore énormément de choses à construire. Vous allez prendre vos numéros de téléphone, vous allez créer des ponts. On aura servi à créer au moins ce pont-là. Mais c'est vrai que ce que je dis, si je peux me permettre... que rapidement, parce que l'émission vient déjà toucher à sa fin. Mais l'itinérance avec les enfants, quand on va chercher des enfants au niveau Croix-Rouge, qu'on va chercher des enfants et qu'on les ramène aux prisons, c'est vrai qu'après une visite, l'enfant est souvent renfermé. Plein de tensions. Et on a très dur à rentrer en contact avec lui. Il faudrait peut-être des services psychologiques après visite aussi. J'adorerais. Voilà. Bon, il faut des moyens, il faut des bras et il faut des ponts. C'est ce qu'on va retenir. Exactement. Et puis, vous, si vous voulez en savoir plus, vous qui nous regardez, qui nous avez écoutés, un conseil peut-être d'aller sur le site internet des Journées nationales de la prison, www, ça s'inscrit au bas de votre écran, jnpndg.be. Merci Karine, merci Anne, merci Maurice d'avoir été là. Merci également. Et puis on se revoit l'année prochaine avec d'autres moyens, d'autres ponts et d'autres... Avec grand plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une belle après-midi et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. À très bientôt. Au revoir.